Bonjour, je m'appelle Jacqueline Nyman, je suis la vice-présidente des relations extérieures de l'Université d'Ottawa et à ce titre, je vous souhaite la bienvenue au débat du chancelier d'aujourd'hui. Je veux vous remercier de nous avoir rejoints d'avoir revenu pour assister à une discussion qui sera certainement passionnante entre le chancelier de l'Université d'Ottawa, Kaylin Romaneski, et notre invité d'honneur, le Dr. John Bell. Il est de tradition, quand nous nous retrouvons, de reconnaître les terres des Premières Nations sur lesquelles nous nous trouvons en signe de réconciliation. Nous honorons le peuple algonquin, qui est le gardien traditionnel des terres sur lesquelles se trouve l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons leur lien historique avec ce territoire qui n'a jamais été cédé. Le débat du chancelier de l'Université d'Ottawa rassemble des personnes dirigeantes, influentes et exceptionnelles pour explorer et débattre ensemble d'importantes questions qui nous intéressent aujourd'hui. Vous avez dit vaccin, il est temps que le Canada tire son épingle du jeu en biotechnologie. Tel est le titre de notre débat aujourd'hui. Ce titre aurait pu paraître ésotérique à beaucoup il y a seulement 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, toutefois, ce thème anime les réflexions de tous les foyers du pays. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous 2 experts qui nous aideront à dénouer ce sujet brûlant, c'est-à-dire M. Rovinescu et M. Bell, dont le débat sera animé par un expert fort estimé dans le domaine de la biotechnique, Dan Bedford. Covid-19 a provoqué une profonde crise sanitaire qui a déjà tué plus de 3 millions de personnes. Ce bilan tragique aurait pu être bien supérieur si la science, la biotechnologie, la science médicale et les règlements de santé publique n'étaient venus à la rescousse ou plus précisément n'avaient bénéficié qu'à certains. Comme nous le découvrirons probablement ici, pas tout le monde a bénéficié de l'aide de la science. Nos scientifiques biomoléculaires, nos médecins et chercheurs de l'Université d'Ottawa ont tous réalisé des contributions importantes dans l'entreprise en cours visant à combattre Covid-19. Nous ne sommes pas seuls dans notre engagement vis-à-vis de la science. Je suis heureuse de vous dire que notre statut de leader dans ce domaine est de plus en plus reconnu. Nous sommes déterminés à l'Université d'Ottawa de faire bénéficier au monde des avancées que nous avons réalisées dans le but de résoudre de vrais problèmes et de sauver des vies. Avec ceci à l'avenir, je suis heureuse de vous présenter notre animateur de l'événement d'aujourd'hui, M. Dan Bedford, qui reçut un baccalauréat en sciences de l'Université d'Ottawa et qui, depuis, a entamé une carrière réussie dans la biotechnologie. Venant d'une famille d'émigrants portés sur les affaires, il a tenu des rôles de premier plan dans des sociétés multinationales de premier plan telles que Johnson Inc., Northern Inc. et Jensen.com. En outre, il siégea dans des conseils d'administration de beaucoup de sociétés de biotechnologie et de technologie médicale. Je suis heureuse de vous dire que Dan Bedford siège également au conseil de l'Université d'Ottawa. Merci Jacqueline, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui pour participer à un débat qui me tient à cœur. Je me suis porté sur la biotechnologie et la technologie médicale depuis que j'ai empoché mon diplôme de l'Université d'Ottawa. J'ai passé 4 ans à travailler dans un laboratoire de recherche génétique à McMaster University. Bien qu'ayant apprécié mon séjour dans ce laboratoire, les souris qui m'échappaient des mains et qui couraient à droite et à gauche dans mon laboratoire m'ont convaincu que mon destin se trouvait d'ailleurs. La docteure Irène Uchida, qui dirigeait le laboratoire, parlait souvent des coups de chance extraordinaires dans les découvertes scientifiques et personnelles. J'ai opté pour une carrière orientée sur la vente de produits issus de découvertes réalisées par d'éminents chercheurs, tels que celui que nous avons aujourd'hui parmi nous, John Bell. J'ai travaillé au Canada et en Europe pour Johnson & Johnson. On m'a demandé en 1995 de mettre sur pied au Canada une filiale de la société biotechnique américaine Genzyme et je me suis retrouvé à son siège social à Boston en qualité de vice-président senior pour les affaires internationales. Notre travail à Génial visait à administrer aux patients le traitement de remplacement d'enzymes innovants et transformatifs dont ils avaient besoin. Ce fut un privilège de les aider et de concourir à bâtir une société globale biotechnique dont les revenus atteignent 4,5 milliards de dollars. Et parce qu'on les a aidés, eh ben, on a bâti une société globale dont les revenus atteignent 4,5 millions de dollars. Le potentiel économique de la biotechnique est immense. Et il existe déjà au Canada 900 sociétés biotechniques de tout genre. Et on pense qu'on atteindra 1,2
milliards de dollars d'ici 2028. C'est un secteur en croissance rapide. Toutefois, notre système de soins de santé ne se limite pas à la valeur du marché. Il a été battu en raison de la valeur qui sont les nôtres en tant que nation. Les patients sont la raison qui anime ma passion. Le Canada doit gagner la bataille de la biotechnologie parce que ça va aider les amis, les patients, les familles qui ont urgemment besoin d'aide pour lutter contre leur cancer et d'autres terribles maladies. Notre premier dirigeant à Gensam, Henry Tremier, nous a rappelé qu'il ne suffisait pas de monter une société, mais qu'il nous incombe de faire des avancées en médecine pour satisfaire les besoins de la médecine. Mais il y a plus que ça. Le Canada est un beau pays. Je suis convaincu que nous devons être autosuffisants dans les vaccins, dans les appareils médicaux et dans les médicaments. Si le Canada a un régime pour les soins médicaux, il n'a pas de plan en matière d'infrastructure dans les soins de santé et de durabilité. Comment y arriver? Comment faire en sorte que nous soyons prêts pour affronter la prochaine pandémie? Tel est le thème de notre discussion aujourd'hui. Mais avant d'aborder la question des difficultés que pose le développement d'une industrie biotechnologique et de production de vaccins au Canada, je voudrais vous communiquer quelques informations sur ce débat. Vous verrez en bas à gauche de votre écran un bouton pour poser des questions. Si vous voulez poser une question à notre invité, faites-le ici et n'hésitez pas à le faire. Nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible durant notre foire aux questions. If you Bien. Maintenant, commençons. Kaylin, vous êtes le chancelier et l'un des leaders du monde des affaires au Canada, mais les gens vous associent davantage aux avions qu'à la biotechnologie. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce sujet vous passionne autant? Eh bien, merci beaucoup, Dane. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous dans ce débat du chancelier. Je crois que c'est merveilleux de vous avoir, John, et de bénéficier de votre passion. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais simplement mentionner pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai été nommé chancelier il y a plusieurs années. Nous avons eu des sujets intéressants, surtout l'avenir du travail ou l'évolution de la technologie, des écosystèmes, l'entrepreneuriat social, enfin beaucoup de sujets intéressants que moi, en consultation avec notre équipe à l'Université d'Ottawa, considère importants et qui pourraient avoir une influence sur la mise sur pied d'un meilleur environnement et aussi les membres des milieux universitaires. Et donc, c'est ce que nous voudrions faire. Et donc, pour ce sujet, comme Jacqueline l'a dit dans son introduction, et que j'ai peut-être considéré comme étant ésotérique il y a quelques années, mais maintenant, ça a un sens tout à fait nouveau dans le contexte de 2021. Et on a mis des mots vaccin dedans parce que nous savions que ce mot vaccine attirerait l'attention des gens. Et puis, donc, c'est une façon d'attirer les gens. Mais mon intention avec le sujet d'aujourd'hui, c'est d'élargir le débat au-delà des vaccins. Qu'est-ce que le Canada doit faire pour gagner la bataille de la fabrication bio? Mon bagage, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur privé en tant qu'avocat dans le monde, du monde des affaires et j'ai travaillé avec les plus grandes compagnies canadiennes et l'une d'entre elles était dans la biotechnologie, Biochem Pharma, qui était un adopteur précoce de cette biotechnologie moderne, dans la recherche et le développement et dans la commercialisation des produits. Et ce que j'ai vu
à l'époque, ça a été la solidité et la force d'avoir ce chevauchement entre le monde universitaire, la recherche, l'environnement, mais aussi l'entrepreneuriat. Et euh, c'était certainement passionnant dans les années 80. Eh ben, j'ai le sentiment que le Canada a un peu reculé. Il faut donc booster donc l'activité au Canada. Et donc, j'ai trouvé que ça méritait un débat pour déterminer ce qu'il fallait pour booster un peu le Canada. Aujourd'hui, on parle de biotechnologie. C'est une compagnie qui agissait bien dans les vaccins, dans la diagnostic et dans la thérapeutique. Et ensuite, Glaxo a acheté cette compagnie qui est une évolution un peu normale pour les compagnies innovantes. Et ça, je crois, c'est une bonne façon de présenter John Bell, qui est l'une des grandes sources de fierté à l'Université d'Ottawa. Et John, je ne vais pas vous faire justice de vous présenter. Je crois, je vais vous demander à parler pourquoi je vous considère comme à l'intersection de recherche, l'académie, l'entrepreneuriat, et de prendre des idées du laboratoire et aller dans le monde réel. Et dites-nous, parlez-nous de votre carrière et de votre horizon comme chercheur, entrepreneur. Eh bien, merci, Karen. Oui, ma carrière a commencé à Hamilton et j'ai fait mon doctorat à McMaster, mais je suis allé de McMaster à l'Université d'Ottawa brièvement et ensuite au Royaume-Uni pour avoir une formation supplémentaire après mon doctorat. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière de recherche dans une autre université, mais ça a été l'occasion pour moi d'aller à Ottawa, à l'Institut hospitalier d'Ottawa. Et ce qui m'a attiré là-bas, c'est que j'ai travaillé pendant de nombreuses années à ce moment-là et je faisais du bon travail à guérir les souris, mais je voulais plutôt guérir les humains. Et donc, à Ottawa, l'université j'ai eu l'opportunité de faire du travail et pour tester les travaux sur des gens et de développer des médicaments pour les personnes. Et donc mon épouse et moi, on a déménagé donc à Ottawa avec ma famille et ça a été un bon endroit où il fait bon vivre. Comme vous le savez, Ottawa est une ville très agréable et l'Institut est agréable. J'ai eu de très, très bons stagiaires ici et ça a été vraiment une belle époque, mais aussi j'ai senti qu'il fallait que je sortais les choses du laboratoire plus vite et donc il a fallu pour ça trouver des ressources financières et de reconnaître que vous ne pouvez pas vivre sur des subventions seules. Et donc, j'ai eu des gens d'Ottawa qui ont appuyé cette activité. On a donc formé une compagnie et des gens brillants nous ont rejoints, ont investi dans cette compagnie. Et finalement, cette compagnie a été achetée par une autre famille, Korea. Mais ensuite, on a fondé une seconde compagnie qui s'appelle Question Technologique et où on a donc commercialisé certaines des choses qu'on a découvertes en laboratoire et certaines des grandes découvertes faites par des étudiants de l'Université d'Ottawa se trouvent surtout maintenant sous forme de produits et qui sont testés sur des gens. Un étudiant en doctorat sa thèse a mené à un produit pour lutter contre des virus que nous maintenant nous testons dans les cliniques. Et donc, ça a été une opportunité pour nous d'apprendre des choses du monde des affaires et de transformer des choses du laboratoire aux essais. Et donc, le Canada a une histoire très, très riche. On peut faire de très, très bonnes découvertes, mais ce dont on va parler, c'est cette étape suivante qui nous a vraiment, qui est vraiment chargé d'écueils. Merci, John. Et donc, laissez-moi commencer à vous présenter les trois thèmes. Mais avant de faire ceci, je sais qu'il y a beaucoup, des centaines de personnes qui nous écoutent. Et on a Gwen Numeric, qui est le conseiller scientifique en chef du Canada et aussi un ancien vice-recteur de l'Université d'Ottawa et vraiment l'un des grands esprits scientifiques de notre pays. Donc, merci d'être parmi nous. On a aussi Monique Leroux, qui est l'ancien premier dirigeant du groupe Desjardins et le président du conseil de stratégie industrielle nommé par le Canada
pour nous aider dans l'environnement post-Covid. Donc, merci tous les deux, Mona, pour être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, voici les trois thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Étant donné que c'est un débat et que le débat est un débat, nous allons occasionnellement présenter les sujets un petit peu controversés pour que ce soit plus animé, mais le thème, qu'est-ce qui a mal fonctionné avec le vaccin Covid? On ne parle pas de l'achat des médicaments, on en a beaucoup parlé dans les médias, est-ce qu'on aurait pu mieux acheter? On va en parler une autre fois, mais pourquoi est-ce que le Canada n'a pas une industrie des vaccins aujourd'hui? Deuxièmement, bon, comment est-ce que le Canada se classe non seulement sur les vaccins Covid, mais aussi pour proposer de nouvelles thérapies sur le marché et pourquoi? Et troisièmement, que faut-il faire au Canada pour que le Canada ait un rôle dirigeant dans ce domaine? Donc, ce sont les trois choses qu'on va essayer d'aborder. Que si vous pouvez répondre à ces trois questions en 45 minutes, je crois que John, vous et moi gagnerons le prix Nobel pour l'innovation. Donc, retournons au tout premier jour de la pandémie. John, je crois que nous pensons que le Canada, en tant que pays du groupe G7 et même G20, que le Canada aurait pu s'occuper de ses propres affaires quand il fallait donc vacciner ses citoyens et de produire des médicaments thérapeutiques pour aider ses citoyens. Et on a été un petit peu consterné de voir qu'on n'avait pas d'industrie dans ce domaine. Quand on a commencé à essayer de voir pourquoi et jusqu'à quand il faut reculer, je crois que l'un des domaines dont je voudrais parler, c'est, je dirais, l'industrie qui a évolué d'innovation et pour passer à une industrie des produits génériques. Et jusqu'à quand faut-il reculer pour comprendre pourquoi le Canada n'a pas pu avoir ses propres industries de vaccination et thérapeutiques. Eh bien, ça a été un problème chronique pour depuis 660 ou 70 ans. On a fait de très, très belles découvertes au Canada, comme vous le savez, Kelvin, par exemple, l'insuline qui a changé la vie des millions de personnes au monde. Ça n'a jamais été fabriqué au Canada, bien que c'est nous qui l'ayons découvert. Je crois que quand vous pensez à cette pandémie actuelle, c'est provoqué par un virus qui s'appelle SARS-CoV-2 parce que c'est le second virus du SRAS en 2003, il y a presque 20 ans. Nous avions le premier virus de SRAS et on était mal préparés. Nous n'avions pas de vaccin ou de médicaments pour lutter contre ce vaccin et on a été pour lutter contre ce virus, pardon. Et donc on a été chanceux de voir que ça s'est développé et donc on aurait pu se réveiller en 2003 pour bâtir enfin une industrie de la vaccination au Canada. Et on ne l'a pas fait en tant que pays. Je ne pointe pas du doigt un gouvernement ou un gouvernement. Ça a été un problème chronique. C'est simplement qu'on n'investit pas les ressources et on se repose trop sur d'autres gens pour s'occuper de nous et pour nous servir. Et je crois qu'il faut être autonome. Il faut bâtir une infrastructure pour développer nos propres découvertes. Donc, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, il faut maintenant plus que jamais, réfléchir à ce problème et avoir une stratégie et pas simplement essayer de subventionner et mettre quelques pansements ici et là, mais il faut vraiment avoir une stratégie, une réflexion globale au niveau national pour résoudre ce problème. Je vais peut-être vous proposer un énoncé pour débuter ce débat. Le Canada a beaucoup bénéficié de la création d'une industrie pharmaceutique générique. Est-ce que c'est un énoncé qui vous convient, John, ou pas? Ben, ça dépend ce que vous voulez dire par bénéficier. Certains en ont bénéficié ou pas, mais je crois que ça a plutôt fait du mal. Donc, comprenons vraiment. C'était une question un petit peu piège, mais vous avez bien répondu. La réalité, c'est que certainement,
des prix plus bas sur des médicaments génériques sont utiles pour certaines personnes. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une industrie pharmaceutique innovatrice? Et la seconde question piège, les grandes industries pharmaceutiques sont celles qui développent des solutions innovatrices. Vrai ou faux? Je crois qu'à un certain moment, il y a eu beaucoup d'innovations dans l'industrie pharmaceutique, mais c'était vraiment très, très, très coûteux. Les innovations viennent des universités, surtout les industries pharmaceutiques l'ont reconnu et donc ont donc réduit leur propre laboratoire de découverte. Par exemple, le vaccin Pfizer a commencé dans un laboratoire. Donc, ce sont les innovations qui sont mises au point dans les environnements universitaires. Et puis, justement, et ensuite, les industries pharmaceutiques les adoptent et développent le produit. Mais il y a beaucoup d'innovations qui se font à travers notre pays avec des instituts de recherche et les universités. C'est la façon dont ça a évolué. Et les industries pharmaceutiques ont décidé que ce qu'elles allaient faire, et je crois que c'est tout à fait justifié, de prendre du recul et de chercher les meilleures innovations, essayer de les développer. Et je crois que, dans un sens, ces deux thèmes, c'est la raison pour laquelle je suis d'accord. C'est un thème où je crois que vraiment l'industrie générique a plutôt détruit en grande mesure l'industrie pharmaceutique innovatrice, mais ces innovations viennent des universités, ça vient de gens comme vous, les innovations viennent de... On a beaucoup parlé de Bacon Pharma et c'était vraiment l'Institut Armand à Québec qui avait les composantes pour, et c'est devenu un composant dans un cocktail de drogue et ça venait d'industrie et ne pouvait pas le commercialiser et donc il a fallu avoir un entrepreneur pour le commercialiser et ensuite les grandes industries pharmaceutiques ont acheté cette petite entreprise et c'est le cycle de vie de ce processus. Et je crois que la combinaison de ce qui se passe ici depuis plusieurs décennies au Canada a détruit ceci, a détruit cette industrie dans une large mesure et peut-être il faut rebâtir tout ceci et c'est le travail de base et parce que bien qu'on devrait débattre entre vous et moi, on est tout à fait d'accord sur cette question. Donc, on a aussi parlé de certains de ces entreprises qui ont pu faire des choses et qui, plus tard, ont quitté le pays, ont déménagé en Europe ou aux États-Unis. Mais pourquoi ne pas commencer à identifier, il faut commencer à mettre ensemble, à compiler une liste. Nous avons une feuille de papier vierge ou un tableau vierge et on commence à poser des questions. Et pourquoi? Que faut-il pour bâtir, disons qu'on est assis ici, vous et moi, dans 20 ans, et on dit le Canada maintenant a une industrie pharmaceutique dynamique qui peut développer et produire des vaccins et des médicaments thérapeutiques. Que faut-il faire pour arriver là dans 20 ans? Donc, posons donc les questions sur une feuille de papier vierge. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit pour y arriver? Eh bien, c'est difficile de choisir une réponse parce qu'il y a beaucoup de réponses si possible. Il faut commencer de la recherche fondamentale. Et ensuite, il faut que ces gens travaillent avec d'autres personnes qui peuvent convertir ceci en quelque chose qui aurait des applications pratiques. Et ceci se fait à niveau universitaire, dans les instituts de recherche. Mais une fois que vous avez fait une découverte, on a fait des découvertes intéressantes sur des virus, si on n'avait pas eu l'occasion de produire ceci et de les tester, ces vaccins auraient été développés en vain. Et donc, il nous faut avoir des gens qui comprennent comment prendre quelque chose et le convertir quelque chose qui peut être produit. Ensuite, vous avez des cliniciens qui s'intéressent à ces produits, des cliniciens qui comprennent et qui testent ces produits sur des gens qui font des essais cliniques. Et c'est quelque chose qu'on fait mal au Canada, malheureusement. Et ces essais cliniques où nous voyons
quels sont les produits qui fonctionnent mal et quels sont ceux qui peuvent être améliorés. Et parfois, ça suppose des parcours en boucle et retourner au laboratoire est aussi se fait sur une chaîne continue. Et finalement, vous devez avoir une compagnie de capital risque qui disent « Ok, très bien, vous avez un produit qui me plaît, on va risquer ce produit, on va voir si on peut en faire un médicament et investir de l'argent de la question. » Et lors d'autres investisseurs, de prendre une chance sur cette technologie. Mais encore une fois, il nous faut une plus grande capacité manufacturière. Il faut que les gens comprennent ceci. Et c'est un écosystème assez complexe et que je crois que vous ne pouvez pas simplement ajouter de l'argent ici et là en priant que ça va marcher, mais vous devez avoir une infrastructure, une communauté pour huiler tout le système. Et finalement, on ne veut pas être ensuite acheté par une compagnie pharmaceutique internationale. Et pour en faire quelque chose qui peut être commercialisé, on peut faire ça au Canada. Nous avons assez de savoir-faire et un certain intérêt à le faire. Oui, je crois que vous avez dit beaucoup de choses ici en termes de, pour les gens qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens nous écoutent et qui viennent du monde scientifique ou du secteur privé en termes de financement. Commençons en disant qu'il nous faut une stratégie innovante et un programme innovant en tant que pays. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le budget le plus récent, pour la première fois depuis longtemps, le budget 2021 est un pas dans la bonne direction. 2 milliards de dollars qui ont été prévus sur 7 ans pour développer une infrastructure. Et j'allais faire des commentaires sur ceci plus tôt, mais le centre de research veut participer et fera partie de cette entreprise, mais ça doit être clair. Il faut une stratégie et un plan et des étapes réalistes et un échéancier, sinon on n'y arrivera jamais. Nous étions, on réfléchissait avant les discussions préparatoires à ce débat de chancelier. Est-ce qu'on pourrait classer les pays en termes de vaccins et de capacité de fabrication de vaccination? Et finalement, notre note a été de 4 sur 10 au maximum. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour améliorer notre note de 4 sur 10? Eh bien, il nous faut un programme d'innovation, il nous faut une stratégie. Nous devons bâtir une culture qui n'a pas peur du risque. Et ça veut dire que certaines choses vont certainement échouer avant qu'elles ne réussissent. Il nous faut que la région d'Ottawa parle d'une voix, par exemple. On a vraiment essayé de réaliser des choses. Il nous faut, comme vous l'avez dit, des essais cliniques. Je crois qu'il faut passer plus de temps pour en parler. Il y a des risques, certainement. Il y a des questions éthiques qui se posent avec les essais cliniques. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et je veux revenir à ceci dans une minute. Pourquoi nous avons une culture qui craint le risque et qui craint les essais cliniques coûteux pour certains de ces vaccins et pour ces autres médicaments thérapeutiques, peut-être le manque de capital risque. Les États-Unis et l'Europe ont un environnement très, très sain où le capital risque est un ingrédient clé dans notre écosystème. On a vu quelques exemples de capital risque avec des compagnies canadiennes. Par exemple, quelque chose qui s'est fait à l'Université de Colombie-Britannique, mais c'est plutôt l'exception plutôt que la règle. Et il nous faut avoir aussi un soutien public pour les investissements dans ce domaine. On a vu que quand le gouvernement, au cours des dernières années, parlait d'innovation, c'était des innovations dans des domaines très, très, très sectaires, par exemple dans les gens électroniques ou l'intelligence artificielle. Quelqu'un dit il nous faut
que le public va dans la direction des environnements, dans la biotechnologie. Personne ne nous a écoutés jusqu'à ce qu'on ait eu la pandémie. Donc, si je voulais voir, si j'avais une feuille vierge, je mettrais ces choses sur ma feuille de papier. Essayez de comprendre un petit peu plus les essais cliniques et peut-être vous pouvez développer le thème pour nous en termes de qu'est-ce qu'il faut pour un pays, que doit avoir un pays pour avoir un bon écosystème, mais aussi de partager avec nous quels sont les meilleurs partenariats entre le secteur privé et les universités qui ont existé en Europe et aux États-Unis et quel effet est-ce que ces partenariats ont eu dans les essais cliniques dans ces zones géographiques. Les essais cliniques sont vraiment mal compris. Les gens ne comprennent pas ce que c'est, mais il y a des composantes critiques sur les soins des patients parce que nous n'avons pas des médicaments pour guérir tout le monde. C'est le côté tragique, c'est vraiment... Mais on a tellement réagi dans ce pays et 30 000 personnes sont mortes de Covid-19, mais tous les ans, 200 000 personnes peuvent mourir de crise cardiaque et on n'investit pas d'argent dans ces maladies et ces maladies vont se produire encore. Et donc, il faut avoir une médecine innovante, mais et ensuite, ça doit être testé sur les patients et les patients veulent avoir l'occasion d'avoir autre chose que les soins standards qui échouent souvent. Les gens, et c'est ça les essais cliniques. Essayons de tester de nouvelles idées que nous avons, on a de nouvelles occasions. Et j'ai parlé à beaucoup de patients qui ont participé à certains des essais cliniques. Ils nous ont dit toujours la même chose. Je ne sais pas si ça va m'aider ou pas, mais je sais que ça va vous aider à découvrir de meilleures choses pour soigner mon fils ou mon arrière-petit-fils. Donc, il y a assez de gens pour le faire, mais il n'y a pas assez d'appui pour faire des études critiques. On essaie de trouver de l'argent à gauche et à droite ou de Terry Fox pour essayer d'appuyer des études critiques, mais il nous faut de l'argent pour aider aux cliniciens et des scientifiques de tester certaines de les idées dans un bon segment. Mais laissez-moi de vous interrompre parce que je dirais que l'argent est une chose, mais j'ai le sentiment, et peut-être je vois ça de l'extérieur, même avec tout l'argent au monde, une fois qu'on a une capacité pour développer les vaccins, est-ce que le Canada serait prêt à vacciner les gens comme on le faisait dans l'étude Oxford au Royaume-Uni? Est-ce qu'on aurait fait ceci? Est-ce qu'on aurait permis les Canadiens, même si les Canadiens étaient prêts à se faire vacciner, est-ce qu'on aurait vacciné les gens de façon prématurée? Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour amener le pays à cette étape de façon culturelle? Eh bien, je crois qu'on a cette capacité. Je travaille pour le Canada beaucoup et je trouve qu'ils sont très, très, très faciles à travailler avec. Ils sont prêts à essayer de nouvelles choses. Au moins, les gens avec lesquels vous travaillez, dès lors que c'est sûr. Et je crois qu'il y aurait un certain appétit. Nous avons de très bons essais cliniques pour les vaccins à Halifax. Et donc, je crois que ça aurait été possible, mais la technologie n'était pas là à l'époque, où nous avions des médicaments mais on n'a pas mis l'argent pour fabriquer ces vaccins. Donc, les grandes compagnies pharmaceutiques ont produit ce vaccin. Oxford, c'est un autre vaccin qui a développé AstraZeneca, mais c'est vraiment un très, très bon vaccin, malgré quelques petits accidents ici et là. C'est un très bon vaccin. Et ma femme a été vaccinée avec AstraZeneca et ça a été développé dans un laboratoire à Oxford. Ensuite, AstraZeneca a ensuite commercialisé ce vaccin. Et c'est devenu un vaccin qui a des effets sur la population mondiale. Et donc, il y a des alliances entre les centres universitaires et l'industrie où vous pouvez faire ce genre de choses. Il faut cultiver cette relation davantage au Canada et donc transformer les découvertes pour les commercialiser. Vous avez dit que c'était un bon modèle. Quels sont les meilleurs modèles? Oxford, clairement, il me semble que c'était un bon modèle, mais à part Oxford,
Avez-vous d'autres exemples et pourquoi pensons-nous que ce sont des modèles de réussite et plus de modèles de réussite que ce qu'on a pu faire au Canada? Eh bien, on développe notre culture, je crois qu'au Royaume-Uni, ils n'ont pas peur du risque. Oxford est fantastique, mais Cambridge aussi, ils n'ont pas peur du risque. Et on a de très, très bons médicaments qui ont été développés là-bas. Il y a aussi un anticorps contre l'arthrite qui a vraiment changé la vie et qui a été mis au point à Cambridge et aussi aux États-Unis. À Cambridge, dans la région de Boston, il y a une très bonne interaction entre l'industrie et le milieu universitaire. Il y a plus d'argent pour la recherche du cancer à Boston qu'il y en a dans tout le Canada. Et donc, ça suppose un changement important ici. Et Stanford et toute la Californie a de très bonnes industries et une interaction avec le milieu universitaire qui a mené à de très, très bonnes découvertes. On travaille dur ici et c'est vraiment une tragédie. Le gouvernement a, je crois que il nous faut une vision et une stratégie et ne pas réagir aux événements, mais anticiper ces événements. Voici ce qu'on va faire. Nous avons beaucoup de très bonnes agences, mais il faut, mais parfois, et travailler dans des silos. Et il faut dire que si on veut avoir une industrie, eh bien, faisons les choses pour réussir et demander donc aux grandes industries pharmaceutiques d'investir et de faire des essais cliniques ici. Et en termes de Dane et les questions dans une minute, mais la dynamique réglementaire, quand je vois les meilleurs au monde, pourquoi? C'est une chose que de dire il nous faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan, il faut avoir une clarté, il faut de l'argent, il faut nous faut du capital risque, il nous faut ceci, il nous faut cela, mais en tant qu'agence de réglementation, vous avez, par exemple, Santé Canada, c'est un bon exemple. Eh bien, que faut-il en termes de chevauchement avec les agences de réglementation et quelle collaboration devrait-on avoir? Les gens de l'extérieur se disent, ah oh, mon Dieu, le FDA a approuvé ceci. Pourquoi est-ce que il faut attendre et avoir nos propres normes ici? Et pourquoi faut-il avoir une autre conversation difficile? Y a-t-il pas une capacité pour un partage intergouvernemental d'informations, en particulier qui vient de cet environnement Covid? Comme vous l'avez dit, on aurait dû apprendre du SRAS et on n'a pas retenu les leçons du SRAS en 2003. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion ici d'avoir un processus réglementaire plus simple qui pourrait accélérer donc l'approbation des médicaments au Canada et au niveau international. D'autres pays qui ont déjà pris des étapes pour approuver des médicaments. Oui, vous avez raison. J'ai beaucoup d'expérience avec Santé Canada et vraiment, ça me surprend que les vaccins soient approuvés au Canada, soient approuvés, pardon, en Europe et aux États-Unis, et ensuite doivent être approuvés au Canada. On essaie d'harmoniser. Toutes les choses que nous faisons à Ottawa pourraient être utilisées partout au monde. Donc, il faudrait harmoniser le travail des agences de réglementation pour approuver les médicaments. Par exemple, combien de temps a-t-il fallu pour approuver les médicaments au Canada? Ça n'était pas 24 heures, parce que vraiment, on peut tous voir que ça ralentit les choses, mais il y a beaucoup de choses, il y a des questions réglementaires. Ce n'est pas uniquement Santé Canada entre nos instituts de recherche, et plutôt que d'avoir une recherche qui est bonne pour tout le Canada, il faut avoir une recherche dans tous les instituts et que ça ralentit tout, ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait harmoniser parce que les questions sont les mêmes partout. Mais il y a aussi d'autres choses. Maintenant, nous sommes confrontés au problème de l'augmentation des prix dans les nouveaux médicaments, les nouvelles thérapies. Et donc, on a créé un conseil d'examen de contrôle des prix pour contrôler les prix. Mais c'est aussi c'est un peu discordant avec l'industrie de la découverte. Et donc, il faut travailler ensemble et avoir pour en faire un bon endroit pour faire des essais cliniques, pour employer des gens qui sont motivés, qui sont brillants.
Et ensuite, la meilleure façon de le faire, c'est de créer un endroit où vous voulez venir travailler parce que c'est bon économiquement pour vous. Les agences de réglementation vont vous faciliter le travail. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut créer. OK, très bien. Eh bien, merci. Donc, je crois que ce que je vais faire ici, et encore une fois, qu'une partie ici, c'est de profiter de cette tragédie de Covid pour essayer d'accélérer certaines des choses que nous avons parlé au pays ici. Donc, merci, John. Donc, maintenant, je vous donne la parole et John et moi, on va continuer à être actifs dans cette discussion. Mais Dane, je sais que vous avez des choses, des réflexions intéressantes et des sujets à soulever et peut-être aussi des questions de l'audience. Donc, Don, je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été une très, très bonne conversation et ça souligne vraiment et a soulevé beaucoup de questions importantes, des questions sur l'harmonisation, l'industrie réglementaire. C'est une question dont on a débattu depuis des années et on arrive plus près d'une solution, avec une discussion avec les gens des organismes de réglementation. J'ai eu une bonne discussion et donc il y a des efforts à faire dans l'industrie par les gouvernements globalement, mais ça prend tellement de temps. C'est incroyable combien de temps ceci prend. Donc, je voudrais vous poser une question. L'une des grandes lacunes euh, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et, on fait beaucoup de recherches quel type de formation ou aide est-ce que les universités ou les gouvernements doivent assurer aux chercheurs qui souhaitent monter leurs propres entreprises pour exploiter leurs propres découvertes. OK. Dane, je vais commencer et je vais de John, et on est exactement à cette étape où il est en train de monter sa propre compagnie. Mais de mon point de vue, quand je retourne et que je vois qu'est-ce qui s'est, quand je remonte à 1968, quand vous avez vu le début du déclin de l'innovation de l'industrie pharmaceutique et peut-être la déroute de cette industrie générique dont je parlais, après des changements législatifs, et puis on s'est débarrassé de cette protection des brevets, ça a été le début de la fin. Donc, il nous faut avoir une protection des brevets solide où les gens ne sont pas punis pour avoir développé de bonnes idées. Si vous avez une bonne action, eh ben, vous devrez être récompensé pour votre bonne action. Vous devrez avoir votre brevet et la valeur. Et qu'un jour, quelqu'un vous paye beaucoup d'argent pour la valeur de ce brevet. Et ensuite, vous pouvez le développer. Donc, d'abord, il faut avoir une bonne protection des brevets. Et donc, il faut donc faire ceci. Et il faut contrôler cette industrie générique et maintenant vous devez protéger de bonnes idées. Et deuxièmement, on a dit des bonnes idées viennent de l'université, de l'environnement universitaire. Ça doit être promu et ça veut dire donner la technologie dans les laboratoires et tout l'équipement qui doit être là. Oui, ça devrait être fourni par le gouvernement, les universités, aider les gens à développer de bonnes idées et développer, protéger les brevets. Ensuite, ensuite demander aux entrepreneurs qui viennent du milieu universitaire ou avec de l'industrie pharmaceutique, quelqu'un vient de l'extérieur pour commercialiser une idée, et ensuite de partenariat avec les grandes industries pharmaceutiques prendra du temps et c'est ça l'écosystème, je crois. Mais John, je vous donne la parole, peut-être décrivez comment vous voyez votre propre expérience dans maintenant que vous bâtissez votre propre compagnie. Eh bien, vous savez, c'est difficile parce que on n'a pas tout l'argent qu'on voudrait avoir. C'est ça la réalité, c'est cher à faire et notre recherche, les universités ne peuvent pas affecter autant d'argent et même entre les universités, certaines universités ont plus de moyens que d'autres et donc c'est vraiment un problème, c'est d'avoir l'appui du gouvernement pour mettre à la disposition des chercheurs et des instituts de recherche des personnes qui peuvent travailler et vous aider à prendre une décision. Parce qu'il est clair que certaines choses doivent faire l'objet d'un brevet, mais c'est difficile de prévoir au début et parfois il faut avoir des gens qui sont prêts à investir l'argent. Vous avez des bonnes personnes là où je travaille, mais ils sont débordés, il y a trop de choses
pour ces personnes à faire et on n'a pas les ressources qu'il faut. Et c'est pourtant important, comme vous l'avez dit, parce que si vous ne les protégez pas, eh ben, ça ne va jamais être mis au point, ça va disparaître. Et si vous pensez que les chercheurs veulent entrer dans le côté commercial, ils veulent toujours trans, transférer tout ça aux grandes compagnies pharmaceutiques. Et ben, comme partout, on est des gens différents, mais mes collègues, ils ne veulent pas vraiment le faire. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Et donc, il va avoir l'occasion et créer un espace où toute personne qui voudrait le faire peut le faire. Mon expérience avec l'industrie, avec les compagnies biotechnologiques avec lesquelles j'ai travaillé il y a longtemps, c'est qu'il y a toujours quelques scientifiques qui n'étaient pas intéressés dans le côté entrepreneurial. Ils resteraient dans la compagnie, mais il était clair que ce n'était pas pour eux. Ils en ont bénéficié financièrement parce qu'ils ont contribué à l'idée, mais il a fallu demander à quelque chose d'apporter, de transformer ceci vers un modèle supérieur. Je crois que c'est un modèle très très sain. Quelqu'un fait la recherche, participe au développement et la commercialisation, et ensuite donne la main à d'autres personnes pour les apporter au niveau suivant. Oui, c'est vrai, il nous faut une dernière génération de leaders pour commercialiser ces produits au niveau global. Ma seconde question, avant qu'on aille à l'audience, Dieu merci, les pandémies sont rares, mais il nous faut tirer des leçons de nos erreurs et nous mobiliser plus rapidement la prochaine fois. John et Kaylin, savez-vous comment nous pourrions intégrer la prochaine fois les sociétés biotechnologiques existantes dans un plan dynamique de gestion de crise la prochaine fois? Mais je crois que c'était une bonne idée. Ça a été fait ailleurs au monde. Un exemple, par exemple aux États-Unis, qui a une très très bonne industrie. Ils ont 1800 lieux, alors que nous n'avons que certains, parce que le gouvernement dit aux entreprises, on va construire vos installations, mais une fois que c'est fait, vous devez les utiliser pour faire de la recherche. Il y a des modèles tels que ceux-ci et un modèle en Australie qui est assez similaire. Donc, il y a des façons de bâtir cette infrastructure qui est coûteuse au début, mais ensuite on peut développer une culture au pays pour fabriquer des tas de produits. Mais quand vous en avez besoin, je suis d'accord avec vous, on vous confie l'infrastructure pour mettre au point ce produit. Et ça a très, très bien marché. Et je voudrais voir, mais on sait que ça a été, du point de vue médiatique, on en a beaucoup discuté fréquemment. Par exemple, un système d'avertissement avancé qui a échoué au Canada parce que personne ne pensait qu'une pandémie était possible et donc cette organisation n'avait pas les fonds et puis donc a disparu. Et puis, malgré le fait que ça a été créé après le SRAS. Donc, je crois que mon opinion ici, c'est que quand vous bâtissez une infrastructure telle que celle-là, elle doit avoir une routine où il n'y a pas de pandémie et ça peut être un bon partenaire dans l'évolution de la recherche, que ce soit un système précoce d'avertissement où les gens qui préparent les vaccins par anticipation et peut-être qu'on peut avoir des essais cliniques et quand on a parlé de cette stratégie pour le pays, quelque chose comme ça devrait faire une partie importante de ceci, mais il ne faudrait pas attendre les bras croisés pour qu'une pandémie arrive. Le gouvernement dirait combien est-ce qu'on dépense sur ça, juste au cas où quelque chose pourrait arriver. Donc, on ne va pas dépenser 100 millions de dollars par an ou 50 millions de dollars par an pour juste au cas. Donc, ça doit avoir une autre fonction et ça doit pouvoir attirer des talents. Qui veut travailler pour un organisme qui est dormant, qui est en sommeil et puis attendre que la pandémie arrive? Et donc, il faut que cet argent soit intégré dans un écosystème plus large de recherche, de développement et de commercialisation, et que ce soit vu comme un participant actif dans cet environnement qu'on cherche à mettre au point. Mais toute cette expérience, ce sont donc il y a
un besoin pressant pour ceci. Et donc, ce serait très facile d'appuyer ces groupes. Il y a un marché énorme et il faudrait essayer de les fabriquer, les produits qu'on pourrait utiliser pour d'autres maladies. Et croyez-moi, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on pourrait développer des vaccins. Mais il faudrait peut-être des instituts qui pourraient s'occuper de beaucoup de maladies. Et aussi, on voit aussi beaucoup de technologies de fabrication. Manicoggle a des protéines. Donc, par exemple, aussi le tabac, et ils peuvent se développer rapidement et peut-être une partie voir de différentes technologies et ne pas voir ce qui existe aujourd'hui, mais de différentes technologies qui pourraient nous aider dans notre direction stratégique. Parce qu'on est finalement un petit pays, mais on voudrait quand même avoir cette protection. Je suis d'accord. Donc, maintenant, à l'audience, l'auditoire, il y a une question de Catel, une question ce qui est grâce à quoi le vaccin de Covid-19 a été mis sur le marché aussi rapidement. Est-ce que ça pose des risques pour les autres personnes? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose très, très souvent et je crois qu'il faut vraiment répondre à cette question. Le vaccin a été développé rapidement, mais de façon sécuritaire parce que nous avons investi des ressources. Les vaccins prennent beaucoup de temps à développer parce qu'on n'investit pas d'argent pour ces vaccins. Mais ici, on était dans une urgence médicale, donc on a injecté beaucoup de ressources par Pfizer et d'autres compagnies, AstraZeneca, pour tester ces vaccins rapidement. Ce ne sont pas de nouvelles technologies. Les gens, vous entendez des choses sur les vaccins qui ont été proclamés. L'ADN, c'est insensé. Je ne sais pas qui a inventé ceci, mais ces vaccins existent depuis longtemps et ça a été testé sur beaucoup de gens avant cette pandémie. Mais la séquence, et donc, on a compris comment ces vaccins fonctionneraient et on savait comment faire les tests rapidement pour sortir ces vaccins très rapidement. Donc, ça a été un très bon exemple pour montrer comment les choses peuvent se faire rapidement, pourvu qu'on y investisse les ressources nécessaires. Ces vaccins ne sont pas dangereux. Le vaccin d'AstraZeneca, on a vu des cas de thrombose très, très rares, mais dans le contexte de la communauté globale, je crois que on n'aurait jamais vu ça. Donc, c'est vraiment une question intéressante, mais je suis convaincu que ces vaccins sont très, très sûrs, bien qu'ils aient été testés rapidement. Je suis d'accord avec vous et aussi, il y a de nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer rapidement pour analyser les données rapidement. Donc, on vit dans un monde très, très, très différent. Donc, une autre question de Hanan. John et Kaylan ont dit qu'il nous faut un environnement d'investissement sensible au risque, enfin, qui ne craint pas le risque. Eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir une société de la couronne pour mettre au point une stratégie de fabrication thérapeutique. C'est une très, très bonne question et je crois que ça alimentera certaines des initiatives que l'on envisage pour centraliser une stratégie, mais ça ne doit pas être seulement une société de la couronne. Par définition, ça doit aussi impliquer le secteur privé et les universités, et pas seulement l'Université d'Ottawa, mais le type de Health Innovation Hub dont on discute à l'Université d'Ottawa, c'est le type de choses question et ceci nécessite une très grande participation du gouvernement, que ce soit par une société de la couronne ou bien par des services gouvernementaux. Si c'est une société de la couronne, ça doit être une société qui a des dents, parce que ce qu'on a vu, par exemple, avec l'infrastructure, les sociétés de la couronne ne font rien. Et c'est l'un des risques d'une société de la couronne. Si vous parlez d'une stratégie accélérée, on a vu très souvent que le secteur privé doit être un participant indispensable. Mais John, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas le faire, mais il nous
faut vraiment que c'est la direction où on veut aller. Nous avions un très, très bon programme qui s'appelle Networks Centers of Excellence, qui était une très, très bonne façon de faire découverte, de disséminer les découvertes à travers le pays. Mais quelque chose comme ça, un réseau d'instituts de recherche qui travaillent ensemble, ça pourrait être catalysé par le gouvernement et le gouvernement pourrait jouer un rôle catalyste et c'est quelque chose qu'il faudrait envisager très sérieusement. Très bien. Voici une question pour Megan. Quels sont les plans du Canada pour faire en sorte que le monde entier est vacciné, en particulier dans les pays pauvres où le coût des vaccins est prohibitif? Eh bien, c'est une bonne question, mais la réponse n'est pas simple. Je vais essayer de... Donc, je vais demander à John de répondre à cette question. Eh bien, merci. C'est quelque chose, je sais que les gens ont une passion pour ceci. Quand on parle du concept de fabriquer ceci, vous ne pouvez pas avoir ces centres manufacturiers à se tourner les pouces et n'ont rien à faire. Une façon dont vous pourrez investir et faire des vaccins qui ne peuvent pas les faire eux-mêmes. Et vous avez toujours besoin de vaccins, mais ce n'est pas uniquement pendant la pandémie. Et je pourrais voir, on fait des industries et une partie de ce mandat, c'est de donner, de fournir au prix de revient des produits aux pays pauvres qui ne peuvent pas se l'offrir. Et je serais absolument, c'est précisément la réponse. C'est que d'abord, nous devrions le faire en tant que pays du G7. C'est une de nos responsabilités donc de contribuer à quelque chose comme ça. Et donc, la réponse est oui, nous devrions le faire en tant que pays, avoir une capacité. Et deux, c'est que ce n'est pas uniquement des vaccins Covid, parce que vous ne pouvez pas bâtir une infrastructure, ça doit être une entreprise, mais vous ne pouvez pas monter une entreprise pour fabriquer un seul vaccin. Il faut que ce soit une entreprise qui puisse développer plusieurs vaccins à la fois. Et on sait que jusqu'à ce que le monde est entièrement vacciné, en particulier dans les pays qui ne pourront jamais développer les vaccins eux-mêmes. Il faudrait donc participer à ceci et aussi pour la croissance de cette industrie au Canada. Ça ne peut pas uniquement être pour fournir des petits pays. Donc, il serait utile qu'on ait cette capacité internationale depuis l'intérieur du Canada. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut le faire, mais malheureusement, ce n'est pas une entreprise qu'on peut faire rapidement sans résoudre des questions fondamentales de structure dont on a parlé au début. Merci. Une question anonyme. À quel point Telco peut avoir des monopoles et pour avoir un niveau de profit et rendre la recherche disponible publiquement avec tous les profits qui sont mis dans la recherche pour réduire donc les prix aux consommateurs. Est-ce que ce serait un meilleur modèle pour les industries pharmaceutiques au Canada avec la recherche qui est au Canada et les compagnies pharmaceutiques ou bien des produits génériques à bas coût? Non, ce n'est pas une question. Et j'adore que les gens posent des questions de qualité. Et cette question pourrait faire l'objet d'un thème sur plusieurs heures parce que ça suppose beaucoup de choses, les monopoles et autres choses. Mais et malheureusement, je vois qu'il est 11h58 et je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais je voudrais vous donner une réponse rapide. Je crois que l'expérience, globalement, a montré que pour avoir un bon résultat, vous devez avoir un environnement de pré-marché en termes d'évolution et vous ne pouvez pas avoir un environnement où vous avez vous ne pouvez pas avoir une économie réglementée pour les médicaments. Et donc la question, est-ce que cette compagnie pharmaceutique aurait assez de motivation pour faire ce qu'elle doit faire si leur profit est limité
et aussi un plafond sur les profits et qui peuvent investir ailleurs à meilleur rendement, eh ben, ils investisseront ailleurs. Et donc, il doit y avoir une stratégie de croissance ici et que les recherches soient faites dans les universités et ensuite soient commercialisées au bénéfice de certains entrepreneurs. Et ensuite, la parification des industries pharmaceutiques a été un bon modèle. Bon, je ne pense pas que cette suggestion est une mauvaise idée, c'est même une bonne idée, mais certains pays doivent avoir évoluer culturellement, plus que de dire on ne va pas changer tous les moteurs fondamentaux qui ont été à la source de l'industrie pharmaceutique. Peut-être on va s'arrêter, Dan, parce que j'allais dire, comme vous l'avez dit, il faut terminer notre discussion maintenant. Donc, merci Daniel Bill pour cette discussion intéressante qui nous interpelle. Je voudrais donner la parole à M. Charbonneau, vice-président de la recherche à l'Université de Londres, pour donc clore le débat. Eh ben, merci, Kaylin et John, pour cette discussion intéressante et qui nous interpelle. Je remercie tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui, les étudiants, les anciens, les amis de l'Université d'Ottawa, sans oublier bien évidemment nos collègues du gouvernement fédéral, provincial et municipal. Nous sommes à l'Université d'Ottawa, d'être situés dans la capitale fédérale, c'est-à-dire un point de convergence entre les milieux gouvernementaux, universitaires, des sciences médicales et des sociétés technologiques. Nous avons de grands scientifiques tels que John. Nous avons aussi beaucoup de talents. Nous avons aussi Marc-André Langlois, un des leaders d'un nouveau réseau national se trouvant à l'Université d'Ottawa. Il réagit aux menaces que posent les variants du COVID-19. Le gouvernement fédéral a récemment injecté 9 millions de dollars dans ce réseau. Nous avons tous beaucoup appris dans notre lutte contre COVID-19 et préparer les candidats pour la prochaine pandémie. Pour ma part, je retiens que ce seront les scientifiques, les cliniciens, les entrepreneurs et le gouvernement qui, travaillant ensemble, façonneront l'avenir de la médecine. C'est la raison pour laquelle nous entamons une nouvelle initiative prometteuse, le Advanced Medical Research Center, qui sera construit à côté du CHEO à notre campus de Roger-Guindon. Donc, il est construit à proximité de l'hôpital des enfants de l'Est ontarien. Il pourra accueillir 650 chercheurs, y compris des stagiaires, la prochaine génération de scientifiques et de professionnels de la haute technologie. Nous leur remettrons les outils, les ressources, les opportunités et la place dont ils auront besoin pour travailler et se surpasser. Le Ottawa Health Innovation Hub constituera le cœur de ce dispositif. Il connectera les découvertes avec les entrepreneurs et les nouvelles compagnies avec l'aide de mentors, de conseillers, de partenaires stratégiques et de firmes de capital risque. Il sera aussi équipé d'un espace incubateur et accélérateur pour accélérer la recherche pour la découverte, l'innovation, la commercialisation, afin que de nouveaux traitements soient mis en marché plus vite et soignent mieux les patients. Il encouragera et stimulera l'initiative de recherche collaborative avec le secteur privé. Avec le concours de l'hôpital d'Ottawa, l'Université d'Ottawa œuvre à trouver le financement nécessaire pour développer les fabrications biologiques dont John nous a dit qu'on en avait besoin de façon urgente. Nous avons beaucoup entendu aujourd'hui des nouveaux écueils que le Canada doit contourner. Si on veut être un leader dans les vaccins, je pense qu'on peut y arriver. Nous avons la cervelle et l'élan, comme le budget fédéral l'a montré. Nous avons un gouvernement qui est prêt à faire des investissements importants. De fait, je me réjouis à vous accueillir à un autre événement dans 4 ans. On le tiendra dans l'atrium de ce nouveau centre de recherche et on célébrera la recherche qu'on a fait ensemble pour permettre au Canada de gagner.